Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mercredi 7 août. Environnement à la une, on s'intéresse pour commencer cette édition à la préservation des cétacés en Méditerranée à travers Miraceti. Cette association basée à La Couronne a mis en place un logiciel qui permet aux bateaux de signaler leur présence afin de limiter les collisions. Mais pourquoi est-il important de préserver les cétacés ? Réponse avec Hélène Labac, présidente de Miraceti, au micro de Flavio Noriga. Alors d'abord parce qu'en fait les cétacés, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est des espèces clés de l'écosystème marin. C'est aussi des espèces parapluies, c'est-à-dire qu'en les en les protégeant, on protège aussi les autres espèces. Et c'est des espèces qui sont très menacées, notamment en Méditerranée, parce que c'est une petite mer qui est soumise à de nombreuses pressions dues aux activités humaines. Et donc sur les 8 espèces résidentes en Méditerranée, 5 espèces sont en danger. Il faut savoir qu'en Méditerranée, en fait, ce sont des sous-populations qui sont donc spécifiques de la Méditerranée. Si elles disparaissent, en fait, elles ne seront pas alimentées par les populations notamment atlantiques et donc les espèces vont complètement disparaître de Méditerranée. Ouais. Santé, les suspicions de Covid, toujours d'actualité dans notre pays. Le dernier bulletin de Santé publique France révèle une légère augmentation des cas, mais rien d'alarmant pour Florence Zemour, médecin généraliste à Vitrolles qui intervient régulièrement sur Maritima. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro, une fois n'est pas coutume, de Flavio Noriga. Il y a une recrudescence là depuis le mois de juin, on en voit souvent. Il y a des périodes comme ça où il y a une petite recrudescence de Covid. On teste pas forcément, on a des petits Covid comme on dit, ça fatigue toujours mais ça dure pas longtemps et ça fait des symptômes comme un rhume, une petite rhinopharyngite ou une petite bronchite à la limite, c'est pas bien méchant. C'est toujours la même histoire, le Covid, on essaie de protéger les personnes fragiles, donc on va tester les gens pour savoir si c'est ça lorsqu'ils ont une personne fragile dans leur entourage, de façon à éventuellement éviter qu'elle l'attrape ou pouvoir lui donner un traitement spécifique si elle relève du traitement spécifique le plus rapidement. Si le premier cas de chikungunya autochtone vient d'être détecté en Île-de-France, un cas de dengue a été décelé en région PACA il y a quelques jours. Il a été identifié dans le département des Alpes-Maritimes chez une personne qui réside à la Colle-sur-Loup. Il s'agit du premier cas autochtone également de dengue identifié cette année dans la région. Pour éviter la propagation de la maladie, action de démoustication, enquête en porte-à-porte réalisée par l'Agence régionale de santé et Santé publique France dans le quartier concerné. Enfin, hôpitaux, médecins libéraux et labos d'analyse du secteur sont également mobilisés pour prendre en charge et dépister les personnes qui pourraient présenter des symptômes et surtout les signaler. Le futur de l'élite sportive de Tunisie était à Marseille et c'est ce par quoi nous poursuivons ce journal. 9 athlètes tunisiens âgés de 13 à 15 ans ont pu assister à la demi-finale de foot lundi dernier au Vélodrome. Une belle récompense pour ces jeunes qui profitent du programme sport et éducation de l'AFD. Comprenez l'Agence française du développement. Au-delà du match, cet échange était important pour les jeunes sportifs, comme l'a expliqué sur nos ondes Kabil Zerouali, responsable communication de l'AFD pour l'Afrique du Nord, au micro de Joey Temple. Pour la plupart de ces jeunes, ce séjour à Marseille était très important dans la construction de leurs expériences personnelles et de voyages un peu à l'étranger, de découvrir un peu Marseille et sa culture méditerranéenne. Dans leur pratique scolaire, c'est la première fois en fait qu'elles voyagent, on va dire, à l'étranger avec leur établissement scolaire et en dehors de toute compétition qui leur serait propre. Donc elles ne sont pas dans le cadre de leur compétition sportive. Et d'assister en fait à des Jeux Olympiques, à une épreuve des Jeux Olympiques, leur permet aussi à elles de se projeter en fait dans leur parcours et dans leurs ambitions sportives. Cette motivation à participer et à faire de ce séjour une véritable étape dans leur parcours personnel, scolaire et sportif. Et tout cela évidemment organisé dans une grande perspective, celle des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026, premier événement olympique organisé
en Afrique de l'histoire. En football, toujours, l'équipe olympique du Brésil féminine affrontait l'Espagne hier soir au stade Vélodrome. De nouveau, à la fan zone du Prado, Ethan Bocage, notre reporter, a rencontré Raphaël et Bruno, deux Brésiliens fans de Marseille et de la gastronomie française. Écoutez-les au micro Maritima. Un groupe de potes, d'enfants, qui ont profité à l'expérience de Jeux Olympiques. Voir le Brésil, on ne va pas pouvoir aller au Calanque, mais on va partir demain. C'est que pour le match de ce soir. Déjà, mais c'est très joli. Très joli, très bon. La nourriture, oui, moules frites, magnifique. L'entrecôte, l'escargot, parfait. Très joli. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Bisous, bisous. Ouais, il aime bien la nourriture, ça se note. La nourriture, elle est bonne, bien sûr. Ouais, et maintenant, on va la chercher. JO toujours, les résultats du jour à présent. Visage du cyclisme sur piste français, Mathilde Gros a réussi ses débuts dans le tournoi olympique en se qualifiant directement pour les quarts de finale du Keirin au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La Provençale de 25 ans, licenciée au Salon Cyclosport et championne du monde de vitesse individuelle en 2022, a terminé deuxième de son premier tour derrière la néo-zélandaise Elles Andrews, championne du monde de la spécialité. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale du Keirin auront lieu demain. Mathilde Gros disputera ensuite, à partir de samedi, le tournoi de vitesse dont la finale est prévue dimanche. En handball, la France éliminée au bout du suspense. Les Français n'ont pas fait le poids face aux Allemands en quart de finale, malgré les 24 arrêts sur 57 tirs de Vincent Gérard, gardien qui, rappelons-le au passage, a joué sa toute dernière saison à Istres. L'Allemagne s'est donc imposée cruellement après prolongation 35-34 et rejoint l'Espagne en demi-finale. En tennis de table, l'équipe de France qualifiée pour la demi-finale. L'ex-pongiste d'Istres Félix Lebrun, accompagné de son frère Alexis et de Simon Gauzy, sont venus à bout des Brésiliens cet après-midi, 3-7-0. Belle revanche des frères Lebrun sur Hugo Calderano qui avait battu Alexis en 8e de finale. Allez, la même demain face aux Chinois. Le saviez-vous, avant de devenir la star de ces JO, Léon Marchand avait déjà marqué les esprits à Martigues. Et oui, c'était en septembre 2019. Le jeune nageur, alors âgé de 17 ans, déjà très performant en bassin, s'essayait à l'eau libre et remportait l'EDF Aqua Challenge dans la cité martégale. Notre reporter Jean-Michel Darras avait recueilli sa réaction sur la plage de Ferrières. Écoutez. Je m'attendais pas trop à ça parce que j'ai pas trop fait d'eau libre cette saison. Je fais juste une course au début d'année à Toulouse. Mais donc voilà, allez, donc, c'est plaisir. Est-ce que ça donne envie de s'impliquer un peu plus dans l'eau libre? Pourquoi pas, mais je pense que c'est un peu long pour moi quand même. Pour l'instant je suis bien en bassin, donc je vais rester dans les bassins, mais peut-être que je ferai un peu plus d'eau libre la semaine prochaine. C'est quoi les spécificités de l'eau libre justement par rapport au bassin, toi qui fais les deux? Moi je pense que c'est surtout le côté stratégique. Au niveau des bouées, il faut toujours bien passer. Par exemple, je me suis trompé 2 fois là. Mais du coup j'ai suivi les meilleurs, Marc-Antoine Olivier et Laura Grandjean. Et je pense que c'est plutôt le côté stratégique qui change par rapport au bassin. Il faut aller tout à fond quoi. Bon, j'ai entendu un palmarès déjà impressionnant. Pour quel âge tu as? 17 ans. 17 ans, j'ai entendu vice-champion du monde déjà. J'ai fini 3e au championnat du monde junior la semaine dernière, au 404 nage. Voilà. Les objectifs, quand on parle beaucoup des JO en ce moment, je pense que c'est dans un coin de ta tête pour le futur. Plutôt ouais, Paris 2024 pour l'instant. Et après l'année prochaine, je verrai. On verra. Je suis pas encore. Je vais essayer de me qualifier aux Europes en grand bain. Et voilà, donc. Et d'améliorer mes temps. Et voilà. Bon, en tout cas, fier de cette première médaille en eau libre. Ouais, bah, ça fait plaisir. 5 ans plus tard, dans un Bercy transformé en piscine olympique, Léon Marchand décroche 4 médailles d'or en individuel, le bronze en relais et devient la coqueluche de toute une nation. Retour au football avec l'actu de l'OM et le championnat qui reprend dans 10 jours. Je peux vous dire que ça bouge en coulisses entre nouvelles recrues, on vous en parlait hier, et mise à pied de Mbemba, le défenseur central international congolais. Décryptage avec notre expert Karim Attab. C'était ce midi en direct à la radio dans le journal de Gladys Sosroth. Regardez.
On est en mesure de confirmer ce qui a été annoncé, c'est-à-dire que Chancel Mbemba, le défenseur central international de la République démocratique du Congo, qui est déjà à l'Olympique de Marseille depuis plus de 2 ans, qui est mis à pied par la direction de l'Olympique de Marseille suite à un différend donc qui l'oppose dans un sens large à la direction, puisque comme plusieurs de ses coéquipiers, il ne semble pas faire partie des plans de Roberto De Zerbi et de l'Olympique de Marseille. Donc, ils font partie de ce que l'on appelle le loft, comme on avait pu le vivre, par exemple en 2014 avec Marcelo Bielsa, mais lui, malheureusement, a connu un différend avec un des dirigeants, le bras droit de Mehdi Benassia, qui s'appelle Ali Zarak, qui est arrivé cet été et qui a plutôt la responsabilité du secteur de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, entraîné par Jean-Pierre Papin. Donc, je pense qu'il y a des mots ou des gestes qui ont pu dépasser la pensée de Chancel Mbemba, mais voilà, c'est une situation compliquée pour plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille. On va les citer. Il y a Samuel Gigot, Pau Lopez, Jordan Verretou et Ulysse Garcia. Sur tous les noms qu'on vient de citer, il y en a plusieurs qui portaient le brassard de capitaine la saison dernière en tant que capitaine numéro 2, numéro 3. Mais bon, c'était pour la plupart de vrais titulaires de l'équipe olympienne qui ne font plus partie des plans de l'OM. Sans doute pour la plupart pour des raisons contractuelles, puisque quand on reste avec une année de contrat, eh bien, on sait que le joueur va quitter l'Olympique de Marseille gratuitement s'il reste encore une saison. Donc voilà, le loft, c'est quand même assez compliqué, en sachant quand même qu'ils peuvent s'entraîner, pas avec le groupe. Ils ont leur place, logiquement, toujours dans le vestiaire. Ils sont avec 1 ou 2 préparateurs physiques, mais ils n'ont plus accès au staff de l'équipe première et au staff de Roberto De Zerbi. Intégralité de cet échange à retrouver sur maritima.fr. Autre point abordé, évidemment, la signature officielle de Valentin Carboni en provenance de l'Inter Milan. Le milieu de terrain âgé de 19 ans s'est engagé sous forme de prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale. Voilà, donc l'OM mise effectivement sur jeunesse et performance pour cette nouvelle saison. En Ligue 2, la billetterie du FC Martigues est ouverte. Les 100 et or vont jouer au Vélodrome à Marseille, le temps de la mise aux normes du stade turcan pour le championnat pour cette nouvelle saison. Et ça se jouera les vendredis soirs. Coup d'envoi le 19 août face au FC Lorient pour le premier match de Ligue 2. On compte évidemment sur vous pour les encourager. Réservez donc d'ores et déjà vos places. En attendant, 5e match amical à huis clos ce soir au centre d'entraînement de Montpellier. Jusque-là, 3 victoires et 1 défaite pour les 100 et or. Le dernier match de préparation ne se jouera pas contre Grenoble. Le FC Martigues compte bien sur un autre adversaire avant le début du championnat. En Provence, on connaît la transhumance des moutons, mais moins celle des ballons. Et oui, aussi curieux que ça puisse paraître, vous avez peut-être croisé une armada de ballons dans les rues de Marseille ces derniers jours. Il s'agissait de l'œuvre des collectifs Les Pas Perdus et Chuglu. Ethan Bocage, notre reporter toujours à la conquête d'événements insolites, est parti à leur rencontre. Je fais partie du groupe artistique donc Chuglu. Et là, on est avec le groupe artistique Les Pas Perdus, qui sont 2 groupes artistiques marseillais implantés depuis plus d'une dizaine d'années. La transhumance des ballons, concrètement, c'est 150 ballons qui ont été récoltés depuis 1 an et demi, au-dessus des toits des écoles, à côté des terrains de foot, un peu partout. Qui sont donc qui étaient dans un statut un peu de solitaire, endormi, et qu'on a donc récupéré, réparé et qu'on remet en jeu aujourd'hui sous forme de transhumance, c'est-à-dire qu'on essaye de les réadapter en fait au jeu. On les remet en jeu dans l'espace public, donc d'abord en les faisant rouler, en les poussant, en faisant des pauses comme toutes les transhumances. Et on termine là tout à l'heure à Belzins vers 18h avec un foot total. Donc un lâcher général de ballons pour rendre en fait les ballons à leurs utilisateurs, mais aussi rendre les ballons une liberté d'être remis en jeu pour tous ceux qui sont encore aptes. Là on les garde quand même un peu dans les enclos, on les récupère et là on va plutôt shooter un peu à droite à gauche, quoi, histoire de créer un peu un moment de liesse générale.
De quoi rebondir pour étancher sa soif après tous ces efforts dans les rues marseillaises. Connaissez-vous la bière de Martigues? Sous la marque Cataclysme avec un K et sans E, un couple formé par un Belge et une Provençale a décidé de créer et de commercialiser il y a quelques semaines ces bières artisanales brassées dans le quartier de Lille. De quoi régaler les amateurs et surtout renouveler l'offre des boutiques du centre-ville. On vous propose de revoir ce reportage signé Rémi Reponti, réalisé en juin dernier. Décapsuler et écouter couler la bière dans un joli verre, c'est ce qui peut vous arriver en passant par la rue de la République, l'artère principale du quartier de Lille à Martigues, là où sont situées accolées l'une à l'autre la brasserie et la boutique Cataclysme. Patrick Noël y fabrique ses bières avec une méthode de brassage belge comme lui, à laquelle sont ajoutées de petites notes provençales. On va retrouver du safran, on va retrouver de l'anis vert, on va trouver pas mal de fleurs ou de plantes aromatiques, et donc ça donne une petite note un peu différente aux bières. Pour l'instant, on a 12 recettes, ce qui est pas mal parce qu'on fait des petits volumes, on les fait en fonction des saisons. Des recettes qui se concoctent à deux, car Lola Noël y apporte son sud natal. Les recettes, on essaie de les faire ensemble pour allier justement les deux, la Belgique et la Provence. Et les huiles essentielles, c'est un peu mon métier puisque je suis naturopathe, donc je connais un peu les huiles essentielles et les épices qui peuvent s'allier. Et Patrick, par contre, il crée les recettes du premier coup et au top à chaque fois. Et justement, la toute nouvelle, c'est la bière de Lille. Elle n'est pas tout à fait terminée, elle sera terminée dans une dizaine de jours. Donc on a voulu faire une bière blonde, rafraîchissante, vraiment pour le sud. Donc le petit ingrédient particulier, c'est de la verveine citronnée, donc c'est ce qui donne le petit côté rafraîchissant. Et aux couleurs de Martigues. Et donc au moment où Martigues passe en Ligue 2, c'est vraiment, c'est le clin d'œil, on va dire, sur cette bière de Lille. À consommer donc en regardant un match de foot ou pour un apéro d'été, mais toujours, bien sûr, avec modération. Cette bière Martégal arrachera sans aucun doute la vedette pour vos apéros de l'été à consommer avec modération. On ne le répétera jamais assez. Et pour vos sorties, à Fos, les mercredis du rire accueillent ce soir Anthony Joubert pour son one-man show. À quel moment ça merde? La réponse sera donnée à 21h, place des producteurs. C'est gratuit. 2 occasions pour applaudir Juan Carmona dans la région. Le guitariste et compositeur flamenco de chez nous se produit ce soir à Saucé pour Festi Jazz dans le cadre des Vesti Vespérales, accompagné de 2 musiciens, Rocky Gresset et Jean-Marie Eke. Il va nous embarquer dans l'univers guitare du monde. Rendez-vous pris à 20h30 au Théâtre de Verdure. Et puis prochaine escale, notez bien demain à Port-de-Bouc à 21h. Ce sera dans la cour de la mairie. Concert gratuit. La tournée d'été, la Marseillaise passe par Martigues ce soir. Concert ABBA Tribute, Night Fever, disco et 7 DJ au programme dès 20h sur le parking de Carreau en bord de mer. Là aussi, c'est gratuit, profitez-en. Et puis c'est l'occasion de revenir sur le beau succès pour le Martigues Summer Festival 2024 qui a réuni, tenez-vous bien, 16 000 festivaliers. Il faut dire que l'affiche de cette 6e édition fin juillet avait de quoi séduire. Entre Lacrim, Djadja et Dinaz, Grand Corps Malade, Santa, Sofiane Pamar, Aya, Mentissa et Zazie qui se sont succédés sur la scène à ciel ouvert sur le parvis de la Halle pour votre plus grand plaisir. Vivement la prochaine édition. Pour rester dans le thème festif et musical, en seconde partie de programme, on vous invite aujourd'hui à revivre notre Maritima Live. Il y a 2 ans déjà, c'était au Grand Pasino à Aix-en-Provence. Et puis si vous avez l'habitude de nous rendre visite sur nos réseaux sociaux, gare au piratage. En aucun cas, Maritima ne demande vos
coordonnées bancaires. Alors continuez de jouer avec nous, mais surtout ne tombez pas dans le piège. Avant de se quitter, puisqu'on parle jeu, hommage à Patrice Laffont, l'animateur historique des émissions télé, des chiffres et des lettres, ou encore Fort Boyard, s'est éteint dans notre région à l'aube de ses 85 ans aujourd'hui chez lui à Oppède, dans le Luberon. Cette figure emblématique du petit écran était natif de Marseille. Il a été victime d'un accident cardiaque. La ministre de la Culture, Rachida Dati, n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. Sa bienveillance et son espièglerie ont enchanté des générations de téléspectateurs. Je cite: et je confirme. Reste à vous souhaiter une très bonne soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. La chaleur continue de sévir chez nous. Très belle soirée encore et à demain pour de nouvelles infos.